le pas sur la c'est ça le style. Un sur chaque nipple. Je fais mon petit brushing. Attends. C'est pas du tout ça. C'est là. Alors, j'ai 2-3 questions pour toi. Oh, Le but, en gros, c'est on parle comme ça, on dit ce qu'on veut. Voilà, faut pas qu'on sorte des insultes toutes les 10 secondes, sinon j'arriverai pas à trier. Je sais que ça va être dur. On va essayer. C'est parti. Salut John, Salut dame. ça va? Impeccable et toi? Ouais, très bien. Comment s'est passée ta journée hier? La première du Rock de l'Ex Cruise. Ah écoute, c'était du bonheur. On avait un peu les jetons au début avec la météo. Ouais. Mais pour finir, on a eu grand beau la majorité de la journée, des groupes ravis, vraiment une belle soirée, on s'est éclaté, puis on a eu des remerciements du public déjà ce matin, donc aux anges. Trop cool. Et puis hier soir, on a fait un peu la fête. Du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà. On ne peut pas enlever ses lunettes pour des raisons esthétiques. Déjà pour vous, que vous ne vomissez pas. Et puis pour nous aussi, pour qu'on puisse voir quelque chose. Des raisons de santé pour nous, parce que le soleil va nous rendre aveugles. Exactement. Je te propose qu'on commence, qu'on essaye en tout cas. Tentons. Ok John, alors on fait la question habituelle. Est-ce que tu peux vite fait te présenter à tout le monde? En gros, fais un peu ton parcours, voilà, une petite diagonale de toi. Alors, John Villers, je suis le responsable de production de Rock de l'Ex. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai habité longtemps en Asie, surtout en Chine. J'ai bossé avec des festivals là-bas. J'étais tourman en Asie, en Europe et aux États-Unis. Je me suis réinstallé il y a 5 ans maintenant en Suisse. Et donc, je gérais la production de certains festivals ici, les backstage, etc. Et donc, quand Daniel a voulu passer en mode festival pour Rock de l'Ex, on a été mis en lien, on s'est entendu tout de suite. Okay. Et on a commencé cette belle aventure ensemble il y a 3 ans maintenant. Donc on se réjouit de booster ça. Je pense que c'est bien parti. L'équipe est pas mal là. L'équipe est pas mal. On a eu un gros changement entre l'année dernière et cette année-ci, donc déjà avec le changement de site. Ouais. Ensuite, on est passé d'un truc cool entre potes, un truc qui doit se professionnaliser un petit peu, juste au niveau de la taille qu'on a et puis des groupes qu'on va attirer. Ouais. Mais on a une super équipe en place. Une majorité de gens qui étaient là au départ sont toujours avec nous. Et on se réjouit vraiment d'attaquer ce nouveau site avec cette double grande scène cette année. Ouais, ça va être un gros truc de fou. Hein. Bon, t'as à peu près décrit ton rôle. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus finalement, on va dire pour l'audience, le rôle que c'est dans la globalité, sans aller trop non plus dans la technique? Alors la production, c'est en fait tout ce qui se passe derrière les crash barrières et derrière la scène. Donc on va, du moment que les groupes sont programmés, donc ça c'est le rôle de Steven chez nous, nous on va prendre le relais avec nos équipes pour comprendre leurs besoins techniques, les besoins qu'ils ont au niveau de voyage, s'ils ont besoin de transport, etc. aussi viennent d'eux-mêmes. S'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut au niveau infrastructure scénique, les hôtels bookés, le catering des artistes, etc. Donc tout ce qui concerne l'opération, la faisabilité du spectacle après que le groupe soit booké, c'est chez nous. Je pensais qu'on ferait que des conneries, mais tu vois, c'est plutôt sérieux. Mais tu vois qu'on arrive. C'est étrange. C'est bizarre. J'arrive à la limite. Je commence à stresser, ça va pas. Il faut dire une connerie vite. Est-ce que tu peux en quelques mots expliquer finalement comment se déroule la planification d'un événement comme le Rock de l'Ex, en gros? Alors, en très gros, on va s'attaquer entre 14 et 18 mois avant pour la programmation des groupes. Ok. Bon, surtout quand on commence à avoir des grosses têtes d'affiche comme nous on a cette année, c'est des groupes qui sont pris assez longtemps à l'avance. Une fois qu'on a ces groupes-là en place, qu'on a l'idée de ce qu'on appelle de la production des groupes, donc ce qu'ils vont amener au niveau de matériel scénique, de décors de scène, etc. Donc ça c'est une idée très vague, on n'a pas encore les détails, mais on va regarder ce qu'ils ont fait par le passé. Bien sûr. On va se donner une idée de ce qu'il va nous falloir au niveau matériel technique. Avec le nombre de groupes, ce qu'il va nous falloir au niveau des équipes, des structures, etc. Donc on va faire un peu un brouillon là-dessus, s'avancer là-dessus. Et au fur et à mesure, on va détailler ça une fois qu'on reçoit ce qu'on appelle les riders, donc la fiche technique des groupes, qui vont nous donner vraiment les précisions. Là, on va ajuster les besoins, pouvoir réserver et les hôtels, et les transports, etc. pour arriver à un festival qui tourne. Magnifique. T'es trop professionnel, c'est bizarre. Je suis perturbé, je te connais pas comme ça. C'est bien semblant, hein, t'as vu ça? Surtout tout avec la... Cut. Quels sont pour toi les principaux défis que tu rencontres? Alors je dirais les 2 gros défis qu'on a en ce moment sont premièrement financiers, mais ça c'est pour toute l'opération. Bien sûr. C'est des productions qui coûtent assez cher au niveau de ce qu'on doit mettre, pas que pour la production pure, mais pour tout le festival. Bon, on parle des infrastructures, des barrières, des bars, des décors, etc. Rock de l'Ex, c'est quand même un festival qui veut donner une certaine ambiance, pas juste une scène dans un champ. Donc, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Ensuite, de notre côté, dès qu'on arrive, nous, vers ces groupes un peu plus importants, on va avoir plus de matériel technique, du matériel un peu plus poussé. Cette année, on a une scène jumelle
coûte quand même un sacré paquet. 50 mètres de large. 50 mètres de large, on a près de 60 personnes en équipe de production. Ça commence à être costaud. Il y a aussi des frais là derrière. Et ensuite, un challenge qu'on a de plus en plus dans l'industrie, c'est trouver du personnel qualifié qui travaille. La raison principale était que pendant le Covid, beaucoup de gens ont dû se reconvertir parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Et en fait, on réalisait que le soir et le week-end, ils étaient en famille, pas en train de bosser, et pas beaucoup sont revenus. Et alors ça, c'est un problème qui a internationalement. Je parle avec des collègues aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ils ont le même problème. On a eu le même problème aussi. C'est les deux challenges de trouver du monde. Donc il y a quelques années en Suisse, on a commencé ce qu'on appelle un CFC en Suisse, qui est en fait une sorte de brevet de technicieniste, si tu veux, qui est reconnu au niveau fédéral pour former les équipes de demain. Moi, je vais prendre un site, je vais commencer bien. Non, t'inquiète, on va dire ça va venir. Whisky. Comment tu gères la logistique pour les artistes, les équipements, les installations techniques? Je sais pas, est-ce que tu peux dire 2-3 détails là-dessus? Comme je dis, on va attendre vraiment pour les détails précis d'avoir ces fiches techniques des artistes qui vont vraiment nous mettre leur demande au niveau son, lumière, installation, taille de scène, effets spéciaux, pyrotechnique, etc. Donc cette année, j'ai un directeur technique qui bosse avec moi, Alain, que tu as rencontré hier. Ouais. Donc lui va vraiment se focaliser là-dessus avec ses équipes. Lui est technicien, à gérer des grosses équipes comme ça, et donc on va vraiment regarder dans le détail qu'est-ce qu'il nous faut. Ensuite, c'est un festival, tout se négocie. Donc à la différence d'un spectacle unique où l'artiste va dire bon, moi je veux ça, c'est mon spectacle, et puis punch-tous. Ouais. Dans un festival, tout le monde doit donner un peu du sien, parce qu'on ne peut pas à chaque fois changer tout ce qu'il faut pour 38 groupes qu'on a cette année. Bien sûr. Donc avec les têtes d'affiche, on va essayer de faire au mieux, et les autres groupes vont devoir prendre ce qu'ils font pour les têtes d'affiche. Il y a une grosse partie de diplomatie dedans, Bien sûr. de gérer. Il y a énormément qui se fait en fait avec les années d'expérience, qui est en fait les connaissances personnelles. Si on va prendre un exemple de cette année, j'ai travaillé avec Creator, qui est une de nos têtes d'affiche en Inde au début de l'année sur un festival. Ok. Donc j'ai l'avantage d'avoir déjà vu leur set, de connaître les gars, et je peux leur parler parce qu'on a cette communication hors des Ouais, il y a déjà eu un vrai contact. des canaux officiels. Ouais, bien sûr. Donc on peut s'appeler sur un petit message, écoute, on n'arriverait pas à faire ci. Et puis il y a une flexibilité quand on se connaît qu'il n'y a pas nécessairement quand on ne se connaît pas. Évidemment. Il y a, comme dans tous les milieux, il y a des festivals, des promoteurs qui font ça très bien, d'autres moins. Et donc quand l'artiste ou l'agence ne te connaît pas, ils sont un peu soucieux. Ils ne savent pas si tu vas être un des bons ou pas. Donc là, ils t'en a poussé, non, on veut pas trop négocier. Puis une fois qu'ils te connaissent, ils savent que le boulot est bien fait, ils sont plus relax. On reste un peu dans le milieu technique. Quelles mesures tu prends pour assurer la sécurité des participants, donc de l'audience et des artistes? Alors moi, je vise les pyros sur l'audience, puis il y a les pompiers qui ont un lance-incendie. Parfait. Non, alors, on recommence. On fait bien sûr très attention au niveau de la sécurité de la scène, des effets spéciaux, surtout je pense aux pyrotechniques et aux flammes, qu'on ait des structures solides qui soient vérifiées. Donc la société avec laquelle on travaille cette année, c'est des Allemands, ils sont très carrés au niveau de ce qu'ils font pour la scène. Moi j'ai une équipe de rig, donc c'est les gens qui font tout le travail en hauteur, que je connais très bien, avec qui je travaille depuis des années en Suisse, qui vont eux, avec l'équipe de scène, me signer la scène en disant qu'ils ont vérifié qu'elle est stable. Donc ça, on va vérifier. Alors, un des problèmes qu'il y a souvent, c'est au niveau du poids du matos qui est accroché. Donc on va bien vérifier qu'avec notre matériel et celui des groupes, on est dans les normes de poids pour la scène. Pour tout ce qui est des effets spéciaux, on a des pompiers sur la scène. On a aussi la plupart de notre équipe qui sont entraînés pour gérer le feu. On a un pyrotechnicien dans l'équipe. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr avoir la sécurité générale autour de l'endroit, mais bien s'assurer qu'on fasse nous en fait un tour du site avant qu'on l'ouvre pour les festivaliers et pour les artistes, pour s'assurer, voilà, est-ce que j'ai pas un truc sur lequel je vais trébucher, un filet électrique qui a découvert, quelque chose dans le genre. Donc on va essayer de se mettre dans la peau des gens qu'on va accueillir pour voir comment eux ils vont interagir sur le site. Ouais, effectivement, c'est important que les gens se rendent compte en fait de toute l'infrastructure qu'il y a derrière. C'est pas genre tu montes une scène et c'est parti et on s'amuse quoi. Non, c'est très complexe. La sécurité, c'est un énorme gros point et ça génère beaucoup de contraintes. Absolument, et tout un staff pour ça. C'est un peu le concept resto où tout le monde se dit moi je fais un plat petit sympa à la maison, je peux ouvrir un resto. Et ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Voilà, là, il y a beaucoup d'éléments, et donc absolument la sécurité, pas que la sécurité physique en tant que garde sécurité, mais vraiment l'utilisation du site qui est importante. Bien sûr. Tu étais là depuis le début sur le festival. À tes yeux, en tout cas, comment il a évolué? Je pense qu'il y a eu une évolution
déjà très rapide. Si on compte réellement les choses, je suis depuis la 2e édition, parce que la première qu'a fait Daniel, c'était pas en fait un festival live, c'était un écran géant LED avec des retransmissions de concerts live. Ouais. C'était son premier Rock the Lakes. Ouais, c'est vrai. Donc il y a un côté marrant, on boucle la boucle parce qu'on revient au premier village où il a fait celle-là. Moi je suis avec l'équipe depuis la première production live. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Daniel a trouvé vraiment sympa le coup de projeter des vidéos live, puis il s'est dit, il y a une belle ambiance, pourquoi on ferait pas ça en vrai? Et le premier, c'était un peu, comment on s'y prend? Daniel est allé à plein de concerts, plein de festivals, mais il n'est pas du milieu. Ouais. Donc il a essayé de trouver des gens à droite à gauche, des copains qui pouvaient aider, donc aussi des gens bien dans leur métier, que ce soit des électriciens, des plombiers, des menuisiers, etc. pour l'aider. Et puis j'ai eu de la chance de pouvoir faire partie de cette équipe. Mais c'était vraiment un peu la première, entre potes, on fait un truc sympa, on va se faire plaisir, et ce qui était absolument génial. Donc on est vraiment parti sur un côté fun au début. Bonne franquette, quoi, on va dire. Vraiment quelque chose de juste familial et sympa, quoi. Voilà, bonne franquette. En se disant aussi, il n'y a pas de festival genre métal grand genre en Suisse romande. Il y a l'Abysse en Gruyère avec qui on collabore, et qui on s'entend bien, qui est un peu plus musique extrême généralement. Mais on voulait faire un truc un peu plus gros et profiter du fait qu'on est vraiment à la limite de la Suisse alémanique, et qu'on puisse attirer du monde de l'autre côté. La 2e année, le grand changement, c'était en fait où on est monté un cran au niveau des groupes. Donc là, on a commencé à devoir regarder un peu plus sérieusement comment on allait se structurer les équipes, préparer ça correctement à l'avance. Aussi grandir le public, on était à 1500 personnes par jour la première année, on a visé 3000 la 2e. Ah ouais. Et ce qui nous a vraiment surpris en fait, c'est qu'on a fait sold out la 2e année. C'est un truc qu'on ne s'attendait pas. On se disait oui, ça va marcher parce que ça parle bien, mais d'avoir une 2e année sold out, c'était vraiment incroyable. Pour un festival, c'est assez rare. C'est assez rare. De réussir à faire ça. Des commentaires magnifiques. On avait la chance d'avoir un terrain superbe à Valamont, avec la vue sur le lac de Morat. Et on avait vraiment du feedback superbe, et ça marchait bien. Et là, on a dû changer de terrain cette année. L'avantage, c'est que Daniel avait prévu le coup, vu qu'il allait faire Rock the Lakes au pluriel et pas Rock the Lake. On est dans la région des 3 lacs, donc on a simplement changé de lac. On sera sur le lac de Neuchâtel cette année. Et là, on part vraiment en direction festival professionnel pour moi. Donc le gros changement, c'est entre l'année 2 et 3, où on passe de potes qui se font plaisir, un truc cool, donc on reste une bande d'amis, mais on doit prendre les choses un peu plus au sérieux dans la structure des choses. Et on va monter à 5000 personnes jour cette année, et on commence à être au stade où, en tout cas au niveau artistique, les agences, les bookings, etc., commencent à nous voir comme un potentiel sérieux qu'ils veulent placer sur les tournées. Donc on est passé, entre la 2e et la 3e année d'un festival où on demandait les groupes, où maintenant on commence à être demandé. T'as vu, je peux dire des trucs malins. Ouais. Bon, ça commence à fumer là. Ouais, à mon avis, là, tu te concentres trop, tu vas faire un malaise, fais gaffe. Ouais, non, ça palpite. Ça, on peut pas mettre à l'image. Alors ça, c'est une question peut-être un peu plus perso. Enfin, pas peut-être, en fait, c'est carrément une question plus personnelle. Quelle marque de slip tu portes? Non, c'est pas du tout ça la question. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler dans la production tout court d'événements musicaux? Alors, un peu, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Un peu comme... Toi, tu te vends vachement bien. Hein. Bizarrement, moi, un peu comme tout le monde, j'avais un groupe quand j'étais gamin. Ouais. J'ai découvert assez rapidement que mon talent musical servait plutôt à vider les salles que les remplir. À ce point, vraiment? Ah ouais. Mais c'est du talent quand même. Ah mais la sécu, elle sert à rien. Tu donnes une guitare, un micro, tout le monde se casse. Et le bassiste du groupe avec lequel je jouais, qui est un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est d'ailleurs aujourd'hui le bassiste de Samael, lui, il voulait commencer à tourner avec son groupe de l'époque. Et il me dit, écoute, est-ce que tu veux pas gérer la tournée? Parce que j'avais bien voyagé, j'avais habité à l'étranger, j'ai l'habitude de ça. Puis il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça parce que je ne vais pas y arriver. Et donc on s'est fait un pile ou face, est-ce qu'on fait les États-Unis ou le Japon? Ok. Parce qu'en Suisse, ça allait nulle part. Donc c'est tombé sur le Japon, on a bossé comme des pendant un bon moment. On a fait 32 dates en 35 jours sur 11 villes japonaises en première tournée. Et puis donc j'ai en fait commencé ma carrière comme tourman. Ce qui n'est pas normal du tout. Et donc je suis arrivé ensuite, j'ai fait... je suis pas technicien formé, mais j'ai bossé des montages de scène, des montages techniques, etc. Donc je connais les bases. Ouais. En fait, donc j'ai commencé tourman et je suis ensuite allé pousser des caisses, etc. pour apprendre ce que faisait le reste de l'équipe.
Eh ben, en vrai, c'est super intelligent. Parce que quand tu maîtrises tout, tu deviens un très très bon Alors ouais, je production dis pas manager. que je maîtrise tout, mais je comprends au moins ce que font mes équipes. Voilà, et du coup, je veux dire, l'approche est différente. Tu les regardes avec un autre regard et puis t'as une autre compréhension aussi. J'apprends sur toi en même temps, c'est rigolo. C'est quoi ton style de musique préféré, à part le reggae? De belles musettes. Tu peux faire un petit... Clairement un grand fan de Britney Spears. Bah, j'ai la boule à zéro comme elle. Hein. Oh non, ça faut pas faire. Je pense que les premiers trucs que j'ai écoutés, ça va être les Guns et Maiden. C'était mes groupes d'enfance. Puis j'ai un père qui était un énorme fan de Pink Floyd et de Bob Dylan, donc j'ai une grosse influence des années 70 ou 70 pour ceux de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas de langage là. Oui, voilà. Pour les inventeurs de la logique qui savent pas compter là, ouais. Je dis ça alors je suis français. Je suis quand même... Mais un peu d'autodérision, que diable. Non. En fait, je suis un type de live. Ouais. Je peux apprécier la musique, mais vraiment, moi, ce qui va me toucher, c'est les concerts. Ouais, ok. Donc, je suis moins attaché à un style spécifique qu'à un jeu de scène. Je peux voir un groupe de death metal absolument phénoménal sur scène que j'écouterais pas nécessairement à la maison. Ok. Et des trucs un peu plus rock FM. Je prends Aerosmith, par exemple, que j'ai vu une fois en live, que j'écouterais jamais chez moi, et j'avais la mâchoire par terre pendant 1h30. C'était un concert incroyable. Donc c'est vraiment ça qui va me toucher. Comment tu parviens à... Parce que c'est une vie un peu particulière quand même, ce que tu fais, tu vois, c'est pas... je veux dire, t'as pas un rythme très précis, voilà. Oui, on va dire, il n'y a pas de dimanche pour toi. Du coup, comment t'arrives à concilier la vie Putain, c'est un jour personnelle et professionnelle? du Seigneur, je suis coincé avec toi. C'est- Enchanté, Dieu. Bonjour. John, fils de Dieu. Je suis un fils de... Ta maman est sûrement adorable, je ne peux pas lui dire ça. Alors j'ai la chance d'avoir une épouse qui est musicienne et qui travaille aussi sur pas mal d'événements. D'ailleurs, elle s'occupe du backstage de l'accueil des groupes à Rock the Lakes. Elle est sur le bateau avec nous. T'es juste en dessous. Aujourd'hui, elle se cache en dessous. Donc bon, comme je dis, qui est musicienne et donc a tourné aussi pas mal, surtout quand on habitait en Chine. Donc on a l'habitude d'avoir un rythme un peu décalé, d'être sur la route, d'avoir parfois quelques semaines à la suite où on va pas se voir. Ok. Et je pense que c'est une chance parce que quand on est dans ce métier, comme je pense dans n'importe quoi, dans l'événementiel ou même dans la restauration, c'est dur de te maintenir une vie de couple avec quelqu'un qui ne l'est pas. Parce oui, on a il y a pas un les mêmes décalage horaires, tellement on est énorme. décalé, Bien sûr. Et il y a aussi un truc qui est dur, c'est que parce que c'est des boulots très très intenses, on va se lier de forte amitié avec tout le monde, avec les équipes qui deviennent presque une autre famille. Ouais. Et quand le compagnon n'est pas dedans, ils peuvent se sentir laissés à l'écart. Oui. Ce qui n'aide pas du tout pour la relation derrière. C'est vrai. Donc j'ai eu on va dire des boulots traditionnels pendant longtemps. J'ai fait des carrières en corporate, en costard cravate Ok. pendant des années. C'était pas du tout mieux pour moi, la politique lécher le cul. Ça se voit à 3 km. Effectivement. Mais voilà, moi j'ai commencé, je vendais aussi des trucs, voilà, ça n'a rien à voir. Ouais, C'est pas du tout ma Non, personnalité. faut payer des factures, t'y vas. Voilà. Et puis, en fait, juste avant le Covid, il y a quelques années, j'ai décidé que je préférais gagner 30% de mon salaire, mais faire un truc qui me plaît. Donc je suis revenu faire ça à plein temps. Et voilà. Ok. On fait pareil finalement. On fait juste ce qu'on aime, quoi. On va parler plus d'anecdotes maintenant. On va essayer d'un peu. Bip. Je pense que t'en as plein, c'est pour ça que ça me fait marrer. J'aimerais vraiment on va en savoir 2-3 trucs. Est-ce que t'as une anecdote drôle ou juste vraiment surprenante, je sais pas trop comment le dire, qui concerne le Rock the Lakes, n'importe quelle édition? Un truc où on s'est fait plaisir, c'était la première année. Toute l'équipe voulait remercier Daniel d'avoir lancé le truc. Ouais. Donc son frère Dédé voulait lui faire une petite surprise au bar VIP, mais il ne savait pas comment l'amener sans savoir. Donc il m'a chargé de trouver un moyen d'amener Daniel après que tout le monde soit là. Ok. Et puis Daniel qui était quand même un peu stressé parce que première édition, pas comment ça se passe, ça va aller, est-ce que les Bien groupes sont tisonges. Alors je l'ai appelé en urgence, ce que je fais jamais. Daniel en général sait que je gère mon truc et puis si je l'appelle, c'est vraiment qu'il y a une grosse... Je l'appelle en plus avec une voix gentiment paniquée. Ça va pas avec un groupe, il y a un bordel, il menace de pas monter sur scène, là. Oh, Daniel qui arrive à 300 à l'heure, machin, pour un bas de combat. Le gars, il arrive backstage, ils sont partis au VIP, je les ai envoyés prendre une bouteille de whisky là-bas et tout, faut que tu viennes avec moi. Et puis on est en train de marcher, je lui explique, j'ai inventé une histoire à la con. Alors, on va faire comment? Moi je vais vite chez moi leur prendre 2-3 bonnes bouteilles pour les calmer. Ouais. Attends, on va gérer le truc. Puis on arrive, on rentre dans le VIP, puis il y a toute l'équipe qui l'acclame en rentrant dedans.
Ouais, je crois qu'il a le cœur qui s'arrêtait de battre 10 secondes. Tu sens le roller coaster dans son cerveau. À mon avis, Ah, c'était sympa. Ça. Ouais. Et je me souviens de ce moment, j'avais filmé en plus, c'était quelque chose. Il y en a plein, mais ce qui me reste le plus, c'est vraiment une équipe superbe dans le sens où, mis à part Steven qui nous fait le booking, j'étais la seule personne qui venait du métier. Ouais. Et on a eu vraiment des gens qui ont mis tout leur cœur, tout leur effort, qui sont là, qui se défoncent. Et puis c'est surtout ça l'anecdote, c'est d'être surpris en bien à quel point les gens se soutenaient et puis viennent boire un sacré boulot dans ce truc. Donc j'ai eu des expériences sur des trucs que gérés par des pros qui n'étaient pas leur cheville. Non, c'est clair, c'est une chance assez incroyable qu'on a, je trouve aussi. Ça se voit bien qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a vraiment cet effet familial où il y a tout le monde qui se serre les coudes tout le temps. Il y a vraiment quelque chose qui est assez rare, en tout cas. Et ça explique pour moi quand même le succès. C'est pas pour rien que c'était Sold Out la deuxième édition, c'est que tout le monde a vraiment bossé en fait, comme des fous, pour que ça fonctionne. Et ça fait qu'évoluer dans le bon sens. Donc voilà, on verra cette édition. Mais je crois que le public le ressent aussi, qu'il y a un truc qui va comme ça dans ce sens. Et c'est ce qu'on essaie aussi de montrer, juste comment on est pour de vrai en fait, tu vois, dans la vie, c'est-à-dire qu'on est... mais voilà, c'est l'intérêt en fait, que les gens comprennent qu'on est juste une grande bande de potes qui mettons notre cœur dans quelque chose qu'on aime, en gros, voilà. Exactement. Si tu peux choisir n'importe quel groupe pour le festival, si t'en avais un seul, tu mettrais qui? Et du coup, pourquoi? Il y a un groupe avec lequel j'aurais énormément aimé travailler, c'était Motorhead. J'ai vu plein de fois en concert, mais j'ai jamais travaillé avec. Et ça se fera pas, mais ça c'est un groupe qui m'aurait vraiment plu d'avoir. Ok. I've got rock and roll satisfies my soul, c'est du Motorhead. Si tu peux, si on reste sur le festival et que tu pouvais créer une attraction, quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Un donjon. Toi tout seul. Un donjon. Un donjon. C'est une attraction pour toi, ça? Tu fais quoi dans le donjon, juste pour savoir? Est-ce que c'est un truc un peu à l'allemande ou... Je fouette. Mais ça, on peut pas garder. Tu sais, c'est un truc qu'on s'est dit la première année. Ouais. Je crois que c'est un des artistes qui me l'a sorti. Et j'ai eu peur que ça s'ébruite au début parce que, comme tu disais justement hier soir, quand tu as des idées un peu farfelues, Daniel, il est assez chaud. Ouais, généralement. Et là, on était à Valamand, on était sur la falaise, puis t'avais le lac, puis t'en as un qui disait qu'il faudrait mettre une tyrolienne depuis le backstage pour aller piquer une tête au lac, parce que c'est un peu long pour marcher. Et je me suis dit qu'en fait, Rock the Lakes, pour pas ne pas avoir un système, on peut profiter du lac. Et donc, cette année, on n'a pas fait la tyrolienne, on est d'accord, mais par contre, on aura des navettes qui descendent à Culrefin au lac toute la matinée, ce qui fait que les campeurs pourront quand même aller profiter du lac. Mais c'est dommage pour la tyrolienne quand même, juste histoire, pour qu'on se marre quand même, regardez les mecs se casser la gueule, c'est quand même... Bon, Black Sabbath ou Metallica? Black Sabbath. Ah, faut vous dire des choses plus? Non. Ah, ça va, ouf, j'ai eu peur. Non, mais je reste juste comme ça. Slayer ou Maiden? Slayer. Écoute, je suis un fan de Maiden depuis que je suis gamin. Et tu as parlé de Maiden avant, c'est pour ça que je suis un énorme fan, mais en live, c'est peut-être que je me suis un petit peu lassé de Maiden les dernières fois que je les ai vus. Ah ok. Alors c'est personnel, je les ai vus plein de fois, ils font toujours un show magnifique, il n'y a pas à chier. Et je pense que c'est des derniers souvenirs. Les derniers shows de Maiden m'ont moins touché qu'avant. Okay. Et le dernier show que j'ai vu de Slayer, qui était théoriquement la tournée finale, qu'on sait très bien qui maintenant ne l'était pas, où Tom s'est arrêté quelques minutes à la fin du set juste à mater le public en silence. C'était un moment vraiment émotionnel. Ok. C'est un show qui est déchiré avant, puis t'avais vraiment un calme plat après cette tempête qui a donné un truc superbe. Donc c'est pas parce que tu ressembles à Kerry King? Tu rigoles, j'étais en tournée au Japon quelques années, puis il y a un des mecs qui avait la gratte, la custom Kerry King. Bien sûr, ils ont tous voulu faire des photos de moi sur scène avec la gratte Kerry King. Évidemment. Franchement, ça mec. Préparer la scène ou préparer les loges? Alors, l'avantage maintenant d'être responsable des deux, c'est que je fais ni l'un ni l'autre, j'ai des équipes qui gèrent ça. Tu fais comme ça. Allez, vas-y. Non, j'ai du plaisir dans les deux. J'ai une formation restaurant-hôtellerie. Ok. Donc le côté loge m'intéresse parce que pour moi le backstage c'est la maison des artistes pour la journée. Faut qu'ils soient bien, faut qu'ils soient à l'aise. Beaucoup sont sur la route pendant des semaines, voire des mois à la suite. Ouais. Et ça doit être un petit havre tranquille. Donc mettre en place les loges, ça me tient à cœur parce que j'ai envie qu'ils soient bien quand ils arrivent. Après mettre en place la scène aussi parce que techniquement faut qu'ils soient à l'aise, faut que le plateau se passe bien. Ouais. Donc je pense que les deux font partie d'un ensemble plutôt que deux choses distinctes pour moi. T'es plutôt thé ou café? Juste comme ça pour savoir.
Kérosène, je crois, toi. Ouais, alors plutôt de la goutte, hein, donc ce qu'on distille dans les montagnes juste dans le Jura. Alors les Jurassiens ont une habilité à distiller tout ce qui bouge, puis si ça bouge pas, tu secoues un coup. Mais ouais, non, plutôt goutte que thé au café. Le veto ou coucher tard? Coucher tard. Et le veto? Non, ça passe si je peux éviter. Ouais, nous, pour ça que j'ai des équipes qui se lèvent tôt. Vacances à la montagne ou à la plage? En Nouvelle-Zélande, comme ça t'as les deux. Bien joué, j'aurais dit la même. Un bon livre ou un bon film? Bon livre. Okay. On dirait pas comme ça, t'as l'air un peu... C'est pour ça que je... Bon, t'es quelqu'un qui lit en fait. Okay. Ouais, il y a des articles dans Penthouse, non? Pizza ou sushi? Pizza. Je mange rien qui vit dans l'eau. Ah. Bon, effectivement, ça règle le problème. Chien ou chat? Bah, j'ai habité longtemps en Chine, je préfère le Non, en plus, sérieusement, chien ou chat? chien. Chien? Ouais. Pareil. Netflix ou sport en direct? Alors Netflix, le sport, je dit, quand je veux voir de 22 courir après une balle, je peux jouer avec des chiens. Voyage dans le temps ou téléportation? Ouh, c'est dur celui-là. Voyager dans le temps, je peux aller dans les deux sens, parce que je vais dans le futur, là où il y a de la téléportation. Peut-être pas comme ça. Ou dans le chaos total. Je bosse avec des roues dans le chaos total, je fais tous les jours. C'est très vite, donc c'est bon. Ça va me faire des vacances, le chaos total, tu vas voir. Bon, on va faire le petit mot de la fin. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à l'audience? Je veux dire, j'étais épaté qu'on a réussi à dire aussi peu de conneries pendant près de 40 minutes. Honnêtement, c'est un miracle. Mais c'est peut-être parce qu'on a la gueule de bois. À mon avis, ça doit être ça. C'est parce qu'on est On fracassé. va boire un coup pour voir si ça change quelque chose. Ouais. Non, genre un grand merci à l'équipe Rock de Lakes, sans qui aucun de ces machins serait possible. Comme on a discuté, c'est une équipe du tonnerre. À mort. Et puis bon, bah, on fait avec les autres, quoi. Ouais, voilà. Fallait, Ouais, bah écoute, il y a un quota de français dans l'équipe. Voilà, bah, il faut un quota. Ce qui paraît dans le. Non, c'est pas ça. Et- Oui, ça, je peux pas le mettre d'ailleurs non plus parce que ça risque d'être un peu. Tu vois. Merci, John. Et on se voit Merci, Dan. à tout à l'heure. À Quoi. toutes.